Donc l'idée, c'est de partir du projet précédent, mais pour revenir à cette fois-ci avec une gestion par interruption. C'est-à-dire que tout ce qui était dans le main a dégagé cette fois-ci, et on va tout traiter par interruption. Donc je peux essayer de prendre ça dans l'ordre. Ouais, tiens, je vais prendre ça dans l'ordre. Quoique. Non, on va d'abord traiter la routine d'interruption de priorité haute. Ok. Routine d'interruption de priorité haute. Ça, c'est quasiment la structure qu'on avait avec ça dans le main juste avant. Ok. Donc en fait, je vais tout couper. Je vais mettre ça dans ma routine d'interruption de priorité haute. Je vais mettre ça là. Ok. Et il y aura un petit peu de réagencement à faire. Première partie du réagencement d'ailleurs, c'est ça. Vérifier si j'ai une IRQ au niveau du timer 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Interrupt request. Si j'ai eu une request, c'est parce que j'ai eu un flag qui est passé à 1 à un moment donné. Et c'est ça. C'est cette ligne-là, en fait, que cette fois-ci, par contre, vous avez vu la différence par rapport à avant. La flèche, là, elle part vers le bas. Donc, c'est plus une boucle, c'est un if. Donc, c'est-à-dire que le while que j'avais ici va devenir un if. Et je regarde si j'ai une IRQ, donc si c'est égal à 1 cette fois-ci. Ok. Et donc, si c'est égal à 1, que fais-je? Première chose, je remets à 0. Donc, c'est la ligne qui était là. Pof. Je la remets ici. C'est l'acquittement. Ok. Donc, ça, pof. Si timer 0 a débordé. Ok. Ensuite, je recharge le timer 0. C'est quelle ligne? C'est celle-là. Pof. Pof. Et ensuite, je fais clignoter la LED 2. C'est le LED 2 toggle. Ok. Donc en vrai, j'ai juste réagencé les lignes qu'on avait dans le main avant. J'ai rien changé. Enfin, si. J'ai transformé le while en if. Ok. Ça vous va? Ça, si je compile, pas d'erreur, a priori. Par contre, ça va pas fonctionner. Pourquoi ça ne va pas fonctionner? Parce que j'initialise la LED 2, j'initialise le timer, je fais while 1. Il ne va rien se passer d'autre que faire un saut. Ici, ça va être un bras qui va revenir sur elle-même. Ok? Donc, il ne se passe rien. Ce qu'on va faire, ça va être, du coup, poursuivre la partie autorisation des interruptions. Qu'est-ce que ça veut dire autorisation des interruptions? Je reviens sur ce schéma-là qu'on a vu ensemble. L'idée, c'est pour avoir un 1 ici, pour avoir une requête. Il faut que j'ai un 1 ici. Donc, il faut que j'ai un 1 là et un 1 là, puisque j'ai une porte V. Donc, première chose à faire, c'est manipuler le bit GIEH. Ce bit-là, est-ce que vous l'avez trouvé dans la doc technique? Ok, il apparaît par là. Bah tiens, en fait, pareil, j'ai envie de refaire comme je fais d'habitude. En fait, on va prendre la partie interruption comme étant un périphérique. Donc, pareil, je vais sur le chapitre interrupt. Première chose à lire, c'est quoi? Le premier paragraphe et le premier schéma. Alors, le premier schéma, il est un petit peu bourrin. Vous avez la version simplifiée qui est là. Ok. Et le premier paragraphe, qu'est-ce qu'il me dit? Nanana, je peux avoir plusieurs sources d'interruption, je peux avoir 2 niveaux de priorité, high ou low. Les vecteurs d'interruption de haute priorité se trouvent à l'adresse 8. Et les vecteurs d'interruption de basse priorité se trouvent à l'adresse 18 en hexadécimal. On va voir ce que ça veut dire plus tard. Une interruption de haute priorité va interrompre une interruption de basse priorité, qui est peut-être en cours d'exécution. Donc c'est pour ça qu'on a des niveaux de priorité. C'est-à-dire qu'une interruption va interrompre votre programme principal, mais une interruption de basse priorité peut se faire interrompre par une interruption de priorité plus haute. En gros, sur le pic, on a 2 niveaux de priorité. Sur d'autres microcontrôleurs, on peut avoir plus de niveaux de priorité que ça. Ouais. Du coup, on a un nombre limité de requêtes, enfin d'IRQ. De requêtes, oui. Enfin, On a 2 niveaux d'interruption. Par contre, tu peux avoir plusieurs sources d'interruption. On y revient juste après. Okay. Ou maintenant, tiens. Vas-y, maintenant. Parce que vu qu'on va à la ligne 8, enfin au registre, oui, ça. L'instruction d'adresse 8. L'instruction d'adresse 8, merci. Et ben, on n'a que un low et un high, mais ouais. on peut pas en avoir plus que. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça qu'ici, on fait un if. Il sert à quoi ce if là? Ah, c'est pour choisir qui Alors, nous a interrompu. C'est pour vérifier qui nous a interrompu. Parce qu'on va le voir plus tard, mais je peux avoir plusieurs interruptions de priorité haute, plusieurs sources d'interruption de priorité haute. Ok.
Effectivement, par contre, je ne sais pas laquelle source a déclenché l'interruption. C'est pour ça que je vérifie. Est-ce que c'est parce que le timer a débordé? Dans ce cas-là, je traite. Ok. Sinon, je peux avoir un autre if à côté. Est-ce que c'est parce que, je sais pas moi, switch 1, le bouton poussoir 1 était appuyé? Et ben dans ce cas-là, je rentrerai là-dedans. Ok. Ouais. Et du coup, c'est parce que s'il y a deux interruptions, enfin deux requêtes d'interruption, Alors, s'il y a- priorité qui arrive. S'il y a deux requêtes d'interruption de même priorité qui arrivent en même temps, supposons, et ben en fait, tu vas arriver là, C'est pas lui. tu vas regarder. Est-ce que c'est parce que mon timer 0 a débordé? Bah oui, ok, donc je vais le traiter. Et ensuite, est-ce que c'est parce que mon bouton poussoir a été appuyé? Bah oui, donc je vais le traiter. Du coup, elle est mise en attente, sur ce que je disais, la deuxième. Elle est traitée, c'est pas qu'elle est mise en attente, c'est qu'elle va être traitée juste après, dans l'ordre. Éventuellement, tu peux gérer ton temps de réaction. Je vais pas parler de priorité cette fois-ci, mais de temps de réaction. Par rapport à est-ce que tu mets d'abord ça ici, ou est-ce que tu mets plutôt là. Voilà. Ça te va? Ok, donc du coup, ce qu'on a vu, c'est effectivement, on doit mettre ce bit-là, GIEH, à la valeur 1. Ah, j'ai pas fini de lire, pardon. On a intcon, qui va être le registre général des interruptions. Et après, on aura des registres qui s'appellent PIR pour les flags d'interruption, PIE pour les enable d'interruption, et IPR pour les priorités d'interruption. Ok? Et autre chose à lire, ce que je vous suggère toujours, c'est les registres. Alors là, il y en a beaucoup, mais je sais que là-dedans, je cherche moi GIEH. Et vous l'avez peut-être vu ici. Intcon, donc je vais rentrer là-dedans directement. Intcon, il me dit quoi? GIEH, il est là, Global Interrupt Enable. Et en fait, il y a un truc qui m'embête un petit peu. C'est que GIEH, ça dépend de la valeur de IPEN. Bah du coup, il faut que j'aille voir IPEN. IPEN, bah tiens, même registre, il est là. Si je le mets à 1, ça active les niveaux de priorité sur les interruptions. Si je le mets à 0, ça désactive les niveaux de priorité sur les interruptions. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après vous? Ouais, Ça veut dire que les low et les high priority, ça devient le même importance. exactement. Soit je fais la discrimination entre haute et basse priorité, soit je fais pas de discrimination et toutes les interruptions, ce sont de même priorité. Ok. Nous, ce qu'on va faire, si on va travailler dans ce cas-là, on va activer les niveaux de priorité différents. Ok. Donc à la limite, tant que j'y suis, eh ben, je vais commencer par paramétrer ce bit-là. Ok. Donc dans le main, pourquoi dans le main? Parce que c'est ici, hein, autoriser les interruptions, c'est juste avant le while 1. Qu'est-ce que je vais faire? Int con bits, point, il me propose IPEN, égale à 1. Et ça, en gros, c'est activer les deux niveaux de priorité. Ok. Et comme IPEN, il est égal à 1, là, je peux voir ici. Mon GIEH, il faut que je mette à quelle valeur? Si je le mets à 0, ça fait quoi? Ça désactive toutes les interruptions. Si je le mets à 1, ça active toutes les interruptions non masquées. On va voir ça veut dire quoi non masqué juste après. On va juste s'arrêter à ça active toutes les interruptions. Ok. Donc, incon bits.gieh est égal à 1. Active les interruptions de haute priorité. Je me demandais, il s'appelait GIE/GIEH. Tu peux lui donner le nom que tu veux, effectivement. Les deux marches. Les deux fonctionnent, tout à fait. Je l'appelais GIE. C'est parce qu'en fait, dans le cas où je discrimine les niveaux de priorité haute et basse, j'ai GIEH et GIEL pour high et low. Dans le cas où je ne fais pas la discrimination, je l'appelle GIE. Ok. Mais c'est la même chose. Ok, et éventuellement, je peux décider, parce que j'y suis, de mettre GIEL à 0 pour désactiver les interruptions de basse priorité, par exemple. Même si ce n'est pas demandé dans la consigne, et même si dans les prochains exercices, on devra contrecarrer cet ordre-là. Voilà. Bref. Donc je vous ai dit, voilà, pour autoriser les interruptions, il me faut mon GIEH ici à 1. Mais aussi, il faut ce bit-là à 1. Ce bit-là, il est à 1 si je mets ça et ça à 1. Alors TMR0IE et TMR0IP, il faut que je les trouve, ces bits-là maintenant. Donc TMR0IP, toc, je vais faire un CTRL F là-dedans. Où c'est qu'il est? Il est là, dans le registre TMR0IP, il est dans le registre IPR0 qui veut dire Interrupt Priority, registre 0.
Donc c'est le registre qui me permet de manipuler les niveaux de priorité. À la limite, pareil, je pourrais vous le montrer paf, plutôt là. Je ne sais pas si vous avez fait gaffe à ça. Toc, toc. Mais là, tout ce qui est IPR, quelque chose, tous les bits, ils terminent par IP. Interrupt priority, interrupt priority, interrupt priority, interrupt priority, partout. Tout ce qui est PIE, tous les bits, ils terminent par IE. Interrupt enable, interrupt enable, interrupt enable, interrupt enable. Non, non, non. Et tout ce qui est par PIR, Peripheral Interrupt Request, termine tous par IF. Interrupt flag, interrupt flag, interrupt flag. Ok? Donc tout est regroupé. Pourquoi j'ai autant de registres? Bah parce que, en fait, j'ai beaucoup trop de sources d'interruption possibles pour les gérer avec seulement un registre 8 bits. Donc j'ai plein de registres différents. Mais c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure avec le timer. Hein. T0 con 0 et T0 con 1, c'est parce qu'on avait plusieurs paramètres, plus que 8, à gérer pour un seul périphérique timer 0. Ok? Et donc, par contre, pareil, ils n'ont pas été trop cons, ils nous ont garanti une certaine logique, à savoir dans IPR0, le bit 5 c'est TMR0 IP. Dans PIE0, le bit 5 c'est TMR0 IE. Et dans PIR0, le bit 5 c'est TMR0 IF. Donc là, ils ont gardé une certaine logique aussi, une certaine cohérence. Ok. A noter que là, j'ai toutes les sources d'interruption. Et vous pouvez voir que j'ai TMR0 IP, par exemple, TMR1 IP, TMR2 IP, TMR3 IP. Donc pour tous les périphériques timer. Mais en vrai aussi pour toutes les interruptions externes, donc ça peut être par bouton poussoir, par toutes les réceptions et transmissions sur UART, chose qu'on verra dans le prochain chapitre. Bref, vous avez plein de sources d'interruption différentes. Ok? Bref, j'en étais où? Le TMR0 IP. TMR0 IP, il est là, dans IPR0. Moi, qu'est-ce que je veux faire? Ce bit-là, timer 0 interrupt priority bit, je veux le mettre à quelle valeur? À 1, parce que je veux une interruption de haute priorité. Donc là, je vais me mettre dans... c'est quoi? Comment il s'appelle? J'ai oublié. IPR0, donc interrupt priority 0, bits, point, TMR0 IP. Je le mets à 1. Donc ça veut dire interruption de haute priorité. Ok. Je me remets sur ce schéma-là. Quel est l'autre bit que je dois mettre à 1 forcément? TMR0 IE. TMR0 IE. Eh ben, je vais voir la doc. Il doit être par là. Perdu. Ah. TMR0 IE. Il doit être juste avant. Il est là dans PIE0. Et dans PIE0, Peripheral Interrupt Request, Interrupt Enable, pardon. Il faut que je mette à quelle valeur? À 1. Ok, Enable. Donc, j'ai dit quoi? PIE0, Peripheral Interrupt Enable, bits, point TMR0 IE. Et dans ce cas-là, je le mets à 1 pour activer l'interruption du timer 0. Ok? Avec ça, a priori, on a tout ce qu'il faut pour faire fonctionner notre programme. Ok? Juste, je vais modifier un truc. Ça, à mon sens, c'est vraiment propre au timer 0. Vous êtes d'accord ou pas? Donc cette partie-là, je vais l'enlever. Et je vais la mettre dans timer 0 init. Ok? Mais ça revient au même. Hein. Que vous le mettiez dans timer 0 init ou dans le main, en vrai, ça revient au même. C'est juste que logiquement, c'est plus de la responsabilité de timer 0 init de les préparer pour vous. Ok? Et là, du coup, je vais pouvoir compiler, téléverser dans la carte. Il y a juste la petite contrainte que je vous ai rajoutée à vous. C'est rajouter la lettre 3. Et la lettre 3, je vais la faire clignoter dans le comment, while 1. Comme ça, on va voir un petit peu c'est quoi la différence entre le timer 2, la lettre 2 déclenchée par le timer 0, ou la LED, la lettre 3, juste gérée dans le main. Ok? Vous avez des questions en attendant? Ouais. En vrai,
je vous ai pas donné de consigne, donc on pourrait ne pas le gérer. Ok. D'ailleurs, si je ne gère pas, par défaut, il doit être à 0. Tu vois, à la valeur reset, GUL, il vaut 0. C'est pour les basses priorités. Mais c'est pour effectivement les interruptions de basse priorité. On est dans ce cas-là. Si IPEN niveau 1, parce que nous, c'est ce qu'on a mis, et ben, si je le mets à 0, ça désactive les interruptions de basse priorité. Si je le mets à 1, ça active toutes les interruptions de basse priorité. Voilà. Donc effectivement, pour l'instant, ça ne nous sert pas. Je peux le laisser à 0 ou je peux très bien ne pas m'en occuper. Ok. Donc là, moi je vais essayer de regarder un petit peu ce que ça donne sur mon analyseur logique. Je vais préciser ici que c'est ma LED 2. Et je précise ici que c'est ma LED 3. Toc. Et c'est parti. Ok. Si je zoome un petit peu, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma LED 3, pardon, elle clignote à peu près à 5,2 microsecondes. 7,2 microsecondes. Est-ce que c'était ce qui était prévu? Ça me paraît un peu long, moi. Quoique pas tant que ça. Si. Si, ça me paraît carrément long. Ouais. Ça devrait être à peu près 250 nanosecondes. Donc ça me paraît... Bref. Je regarderai ça plus tard, pourquoi. Et par contre, ma LED 2, je peux voir qu'elle est bien à 20 millisecondes, elle. Elle est bien déclenchée par les interruptions. Ok. Oui, si, qu'est-ce que je peux faire? Je remets encore une autre LED, une dernière. Juste pour vous expliquer un truc. LED 4, toc. Et en fait, je vais allumer la LED 4 ici. Et je vais l'éteindre ici. Ça va me permettre de savoir combien de temps je passe dans ma routine d'interruption. Ok. Ça va me donner un ordre de grandeur de combien de temps je passe dans ma routine d'interruption. Je vais mettre en debug, comme ça je vais pouvoir avoir le contenu de la mémoire programme également. Et on va se concentrer avec tout ça. Donc ça a l'air d'être programmé. Non. Voilà, là c'est programmé. Ma LED 4, je la vois pas clignoter à l'œil nu. Par contre, je vais essayer de voir si je peux me déclencher uniquement sur cette voie-là. Toc. Je vais juste aller un tout petit peu plus haut en fréquence. Ok. Et ma LED 4, elle est là. Regardez le temps que me prend mon interruption. Et à la limite, regardez même ce qui se passe là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en temps normal, je suis en train de faire ça. Ah, et là, je retrouve la fréquence qui m'intéresse. Pourquoi? Je ne sais pas. Si, c'est parce qu'en fait, j'étais en sous-échantillonnage, j'avais pas respecté Nyquist ou Shannon. Et du coup, si on respecte pas, et ben voilà, on se fait disputer. Regardez là, j'ai vraiment que 2 échantillons, donc clairement c'est un peu court. J'essaie de remonter un petit peu. Ok, parfait, j'ai ce qu'il me faut. Donc là, du coup, mon programme en temps normal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait clignoter ma LED 3. Ok. Et à une fréquence de 250 nanosecondes. Ok. Enfin, une période à peu près 250 nanosecondes. Très bien. Mais si je zoome ici, au moment où je change, bah regardez ce qui s'est passé. Mon programme principal, il faisait basculer la LED 3. Puis à un moment donné, le timer déborde. Donc, je quitte le main. Je rentre dans ma routine d'interruption. Et dans ma routine d'interruption, j'ai décidé d'allumer la LED 4. Ok, c'est la première chose que je fais. J'allume la LED 4. Ensuite, je fais le petit traitement là. Donc le petit traitement, ça fait, je vérifie est-ce que c'est bien le timer 0 qui a débordé. Je recharge le timer 0, j'acquitte le flag, tout ça. Et je passe la LED 2 à l'état on. Vous voyez qu'elle passe bien à l'état on juste avant que je quitte et que j'éteigne ma LED 4. Okay. Donc c'est bien ce qui se passe ici. Donc entre les deux, je dois même avoir un petit facteur là de 250 nanosecondes, un truc comme ça. Okay. Et après, une fois que j'ai quitté ma fonction d'interruption, qu'est-ce qui se passe? Je reviens là-dedans. Ça vous va? Est-ce que la LED là, ça vous permet de comprendre vraiment l'interruption du programme principal et le temps que je passe dans ma routine d'interruption? Ok. Par contre, vous pouvez remarquer un truc là. Le temps où je ne suis plus dans le main n'est pas égal au temps où je suis dans ma routine d'interruption. Ok, il y a un delta là. Clairement, il se voit.
là j'ai 2 microsecondes, alors qu'en fait là j'ai 7 microsecondes en dehors du main. Mais vraiment que 2 microsecondes dans la routine d'interruption. Pourquoi? Bah, s'il y a des écarts comme ça, le plus simple, c'est d'aller voir la memory view de la mémoire programme. Et on va regarder ça. Toc. Et je vous remets ça ici sur le côté. Au lieu. Alors déjà, ce que je peux vous proposer, c'est que je mette un point d'arrêt. Ouais, tiens, je peux juste faire avancer. Vous allez voir que, en fait, voilà, mon programme principal, il fait bien que ça, c'est ce qui était prévu. Ok. Je vais mettre un point d'arrêt ici, sur mon LED 4 on. Ok, pour voir où est-ce que j'arrive. Donc je fais continue jusqu'à temps qu'il arrive là. LED 4 on. Ok. Donc c'est ici. C'est l'instruction qui est en bleu, là elle se voit pas très bien, mais c'est ici. Si je remonte un petit peu, là je vois un truc qui est marqué ISR high. Tiens, c'est quoi ISR high? Bah, c'est bien le nom de ma routine d'interruption. Ok. Et si vous regardez, avant, j'ai plein de choses qui est fait avant vraiment de faire l'instruction d'éteindre, d'allumer la LED 4, pardon. C'est quoi toutes ces instructions-là? C'est quand on vient mettre BSR, etc. dans des registres, dans des registres temporaires. Exactement. C'est la sauvegarde du contexte du CPU. Je vous explique c'est quoi juste après. Ok. Et regardez, je travaille. Donc mon travail, il s'arrête à peu près. Où est-ce qu'il s'arrête? Il s'arrête là à peu près. BCF lat A, donc bit clear in file sur le registre A, bit numéro 6, c'est mon LED 4 off. Ok. Donc là, mon LED 4 off, il est là. Et regardez après ce que je fais. Je refais plein de moves encore. Et tous ces moves-là, juste avant un ret FIE. Vous vous souvenez, c'est quoi le ret FIE? C'est le return. C'est la fin de priorité, mais pas de. Parce qu'on a la fin de l'instruction de Ouais. priorité. C'est return from interrupt. Ok. À la fin de chaque fonction, vous avez un return. Sauf pour les routines d'interruption, vous avez un return from interrupt. Ok. Et donc, en fait, tous les moves que vous voyez là, c'est ça l'écart de temps qu'on constate entre ici, je quitte mon main et en fait, je suis vraiment en train de faire le travail que j'ai programmé. Et ensuite, j'ai fini le travail que j'ai programmé et je retourne dans mon main. Il y a toujours un petit delta. C'est dû à cette sauvegarde de contexte. Alors, cette sauvegarde de contexte, très rapidement, mais vraiment très rapidement, parce que c'est pas trop le but. Toc, ouais, je sais même pas trop quoi vous montrer là-dedans. Par exemple, vous êtes en train de faire une multiplication. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand vous faites une multiplication, le résultat il est stocké dans 2 registres, prod H et prod L, ok, qui sont du coup, qui sont affichés là. Le problème, c'est que si vous venez de faire, enfin prod et prod H. Le problème, c'est que si vous venez de faire votre multiplication et que vous ne l'avez pas encore stocké dans la mémoire, ok, et que votre interruption elle-même fait une multiplication, elle va écraser ces résultats-là que vous n'avez pas eu le temps de stocker. Donc en fait, par exemple, pour prendre ça comme exemple, temporairement, je vais les stocker ailleurs dans la mémoire. Ok, je fais ma routine d'interruption et à la fin, je les remets dans les registres d'origine. Vous vous souvenez, on a fait ça avec le move, avec le BSR en assembleur sur les délais logiciels. On a fait un move BSR dans BSR TMP. On a travaillé en assembleur et après à la fin, on a refait un move de BSR TMP vers BSR. C'est exactement la même chose qui se passe ici. Bref, ça c'est un premier point avec les interruptions. Il y a toute la partie sauvegarde du contexte, restitution de contexte et le ret FIE à la fin. Ok. Mais deuxième point, autre chose que je trouve vraiment important à comprendre, comment est-ce qu'on arrive dans cette fonction-là? Comment est-ce que j'arrive à exécuter cette instruction-là? L'ISR, elle nous dit de lire l'instruction qui est dans la case 8, enfin dans l'adresse 8. Ok, juste je me souviens là, j'ai sur cette case d'adresse 0 CA, j'ai mon ISR high. Ok. Et si je vais voir la case 0, qui est vraiment quasiment tout en haut, je fais un go to 0CA. Donc je vais à l'instruction ISR high. Ok. C'est l'équivalent d'un call, mais pas tout à fait. Ici, qu'est-ce que je fais? Je suis à l'adresse 8, ISR high.
Et en fait, si je cherche quelque part, jamais je trouvais de goto adresse 8 ou de call adresse 8. Donc comment je suis arrivé là? Si on regarde le schéma avec les portes. Si on regarde le schéma avec les portes, celui-là ou Oui, mais celui qui est dans la datasheet. celui qui est dans la datasheet, ouais, qui est un petit peu plus costaud. Ouais. Je donne l'adresse. T'as la page? La page 212. 212. Voilà. Donc si on regarde ce schéma-là, effectivement, donc, qui est juste la version complète, La dernière porte qu'est-ce qu'on observe? nous dit que le vecteur, il est à 008. Enfin, il est Voilà. à l'adresse. L'interruption de priorité haute va forcément débrancher le compteur programme, en gros, pour le rebrancher sur la case 8. Et si je suis en interruption de priorité basse, ce sera la case 18 en hexadécimal. Ok? Et ça, je peux le confirmer ici. Là, case 8, j'ai ISR high, case 18, j'ai ISR low. Ok? Et j'ai un troisième vecteur d'interruption dont je ne vous ai pas parlé. Au final, il y en a deux, c'est high et low priority, et il y en a un troisième. C'est le slip. Non, Ah non. il est marqué là. Non, il n'est pas marqué. Ah, si. Non, il n'est pas marqué là. Il est marqué sur d'autres schémas. C'est le reset vector. C'est quand vous redémarrez, en fait, vous arrivez à l'adresse 0. C'est ce câblage-là qui est fait. Ok. Juste pour vous dire, éventuellement pour vous l'expliquer plus simplement, je ne sais pas. Mais en gros, votre mémoire programme, elle est construite comme ça. Vous avez votre mémoire programme, le programme de votre que vous avez vraiment écrit, et vous avez ici des zones dans lesquelles vous ne pouvez pas écrire. Est-ce que vous remarquez la taille de votre High Priority Interrupt Vector? C'est quoi sa taille en octets? Il commence à l'adresse 8 en hexa, il termine à l'adresse 18 en hexa. C'est assez court, ouais. C'est 16 octets. Ok. Donc 16 octets, je ne peux pas stocker un programme dedans. Je ne peux pas stocker des instructions. Donc c'est pour ça que dans votre programme ici, vous avez juste un goto. Et après, plus tard, vous allez pouvoir vraiment traiter votre routine d'interruption correctement. Ok. Ça vous va? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, la routine d'interruption, elle me permet de faire un travail. En apparence, regardez, si je dézoome, en apparence, je fais les deux travaux en parallèle. Je fais clignoter ma LED 2, je fais clignoter ma LED 3. Ok. Si je zoome vraiment, je me rends compte que, en vrai, je ne fais pas les deux en même temps. Ok. Je fais soit l'un, soit l'autre. Ça, vous comprenez assez bien. Par contre, l'avantage, c'est que ça me permet de lancer mon timer. Il compte et il me prévient, lui, quand il a fini. C'est pas moi qui vais lui demander, en lui tapotant sur l'épaule, est-ce que tu as fini, est-ce que tu as fini. Donc ça, c'est le gros avantage. Donc c'est-à-dire qu'avec les interruptions, on peut faire de la programmation quasi parallèle. Je mets un gros guillemet sur le quasi. Okay. Et voilà, déjà, ça, c'est bien. Ensuite, deuxième chose, ça veut dire que je peux faire des tâches en simultané. Ou alors, autre possibilité, c'est je me mets en mode veille. Ok. Alors là, pour le mode veille, dernière chose, là je me rends compte que niveau du temps, il va falloir que j'accélère. Mais là au moins vous avez l'idée principale. C'est surtout cette partie-là, si vous avez la flemme d'aller plus loin sur la vidéo. Voilà. Ici vous êtes arrivé déjà au bon checkpoint. On continue, l'idée ce serait que j'arrive à mettre le processeur, cette fois-ci, non pas en fonctionnement, mais que je mette en veille. Ok. On a une instruction veille, voilà, qui a été écrite. Il y a une instruction sleep, voilà, qui existe pour mettre le processeur en veille. Ok. Pour ça, oh pardon, j'ai oublié de regarder un truc sur timer 0 init. Donc ça, on a activé les interruptions, on a activé le timer, parfait. Ça c'est tout bon, ça c'est tout bon. Ok. Et maintenant, il faut juste que j'active mon périphérique en mode veille. Donc il y a deux conditions pour ça. Là, il va falloir que je revienne sur le timer 0. La doc du timer 0 qui est où? Qui est toc. Si je me remets sur timer 0, il y a une partie là-dedans qui est marquée fonctionnement en mode veille. Si je travaille en mode synchrone, mon timer 0 ne peut pas travailler. Il va se mettre en pause pendant que je suis en mode veille. Okay. Mais si il travaille en mode asynchrone, c'est ce qu'on a choisi, et que l'horloge est toujours active, le timer 0 va continuer à s'incrémenter. Voilà. Donc pour ça, il faut que j'arrive à comprendre le mode veille. Et le mode veille, je me souviens plus où il est lui.
Ce serait bien lui, voilà. Le mode veille, on a un chapitre dédié au mode économie d'énergie. En fait, il y a plusieurs niveaux de veille sur le processeur. Il y en a une que je vais vous montrer juste avec ça. Vous voyez ici les horloges? Eh ben, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on a choisi HF Tintosk qui est à 64 MHz. C'est l'horloge interne qu'on a choisi pour cadencer le processeur. Ok. Et ben, comme on l'a choisi, toc, elle passe à travers le multiplexeur, nanana, et elle arrive là. Et j'ai ça. Je peux mettre mon système, donc mon CPU, en veille, tout en gardant mes périphériques actifs. Vous voyez que l'horloge, c'est pas la même. Ok. Et ces périphériques actifs, eh ben, on va essayer de les gérer. Visiblement, il faut qu'on touche à ces informations-là. Et comme je vous l'ai dit, je vous le fais en speedrun parce que au final, ça va être compliqué niveau temps. Ce qui m'intéresse, c'est le registre qui s'appelle où? Non, pardon, je suis pas sur mon chapitre. Mode d'énergie, c'est ici. Et moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le mode CPU dose, ce registre-là. Et je vais faire ça. IDL EN. Idle Enable. Une instruction skip va désactiver comment l'horloge du CPU, mais ne va pas désactiver les horloges des périphériques. Ok. Et ça va me permettre du coup à mettre mon processeur en veille, c'est-à-dire que comme il est plus cadencé, il ne fait plus rien. Okay. Par contre, mon périphérique timer, il continue à tourner, ce qui fait qu'à un moment donné, il va pouvoir déclencher une interruption, et en déclenchant une interruption, mon processeur va se réveiller dans l'interruption, et il va continuer à travailler. Okay. Donc j'ai ce bit-là, IDL EN, donc Idle Enable, dans ce périphérique-là, dans ce registre-là, pardon, CPU dose, à mettre à 1. Donc, pof, CPU dose bits, point IDL Enable, je le mets à 1, et ça veut dire actif même en mode veille. Ok. Alors, autant tout à l'heure, vous avez remarqué que le LED 3 toggle, il existait plein de fois. Bah tiens, je vais le laisser le LED 3 toggle. Il existait plein de fois ici, entre deux occurrences d'interruption. Ok. Bah maintenant, on va regarder. Donc, je me remets dans le main. Je laisse le LED 3 toggle. Sauf que cette fois, je mets aussi un slip. Et on va voir comment ça fonctionne. Toc, je vais le téléverser. Et là, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Je paramètre tout. Je change l'état de ma LED. Ok. Je rentre en mode veille. Donc qu'est-ce que ça veut dire? La LED va se... Oui, la LED va changer une fois et après c'est plus s'endort, donc elle va plus changer. Le CPU s'endort, donc la LED 3 ne va plus jamais changer d'état. C'est ça? C'est pas tout à fait vrai. Regardez, ma LED elle change d'état au même rythme que LED 2. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, je change une fois d'état, je suis d'accord avec vous, je me mets en veille, mon processeur il s'arrête, il tourne plus. C'est pour ça que j'ai plus de LED 3 toggle qui tourne en boucle comme j'avais tout à l'heure. Par contre, dès qu'il y a interruption, mon processeur il reprend, il tourne, il tourne, il tourne, et donc, il fait quoi le RET FIE en fait? Il vous dit qu'on quitte l'interruption, mais surtout il vous dit en fait, vous étiez arrêté à cette instruction là, ok, et ben du coup on passe à la suivante. Et c'est quoi celle après l'instruction skip? Ouais, bras. C'est l'instruction de bras qui permet de revenir ici. Donc, je rebascule encore une fois la LED, et je me rendors. Ok. D'ailleurs, on pourrait le voir, normalement si je zoome assez, vous allez voir que la LED 3, elle change d'état juste après la LED 2. Ok. Et après, je m'endors. Et là, du coup, ça répond à une des questions qu'on a déjà vues quelques fois par le passé. Quelle est la charge du CPU dans ce cas-là? Ouais. Presque rien du tout. Je pourrais même être plus gourmand que ça, hein, je pourrais vous le dire. Mon temps d'activité, allez, à la sauvegarde à restitution de contexte près, c'est 2 microsecondes sur 20 millisecondes. Donc on est à moins de 1 pour 10 000. Ok.
Donc là, le temps, clairement, vous passez très peu de temps à consommer l'énergie et vous êtes, c'est comme ça que vous économisez beaucoup d'énergie. Typiquement, vos enceintes Bluetooth, clairement, elles font que ça, quoi. Mode veille. Le plus possible, on va essayer de se mettre en mode veille. Voilà. L'objectif d'un bon programme, c'est l'objectif de vie de quelqu'un, quoi. Il faut dormir le plus possible et travailler le moins possible. Ok ? J'exagère à peine. Ça vous va ? Ouais, j'attendais vos questions justement. Est-ce que si jamais on fait une ligne de code où on change de data, Ouais. est-ce que les LED elles changent en même temps ou est-ce qu'il y a quand même un décalage dans comment c'est programmé en assembleur Vas-y, redis-moi. Quand tu fais l'ATA, quoi avec l'ATA ? Si on change directement la valeur de l'ATA Ouais. et qu'on passe du coup par exemple je sais pas, les 4 LED à 1, donc Ouais. du coup à 0 en éclairé. Ouais. Je sais plus, bref. Est-ce que ça c'est écrit en C, mais du coup est-ce qu'en assembleur, l'assembleur et dans l'exécution, les LED elles vont s'allumer en même temps ou est-ce qu'il y aura quand même un décalage ? Si tu fais ça, c'est un toggle, Ouais. mais sur les 4 premiers bits. Ouais. Et bah dans ce cas-là, les 4 bits changent en même temps. Donc tes 4 LED changent d'état strictement en même temps. Voilà. Au délai de propagation de près du routage de tes LED. Voilà. Tu vois, on arrive à chipoter à ce point-là. Donc là on est large. Ça va ? Il y a juste un truc que j'ai pas géré par rapport aux réponses qui sont aux questions qui vous sont posées, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève ça ? Ouais, mais qu'est-ce que ça implique surtout ? On sauvegarde plus. Non, c'est pas qu'on sauvegarde plus. Ce que ça implique vraiment, c'est que si vous faites ça, alors j'ai pas reprogrammé, est-ce que je le fais ? Allez, je le fais vite fait. Ah, c'est plus la même adresse. Si on fait ça, en fait, le vecteur d'interruption qui est à l'adresse 8 ne fait plus un goto vers cette fonction-là. Ok ? Parce qu'en fait, ça, c'est une consigne que vous donnez à votre chaîne de compilation pour dire, tiens, le vecteur d'interruption, il faut le rediriger vers cette fonction-là. C'est ça qu'on va vouloir exécuter comme routine d'interruption. Ok ? Donc là, si je montre le target memory view et que je regarde à l'adresse 8, je n'ai plus rien du tout. J'ai que du NOP. Ok ? Par contre, si je regarde à l'adresse 18, là où je ne l'ai pas enlevé, j'ai encore toute la sauvegarde de contexte et puis le goto quelque part, la routine d'interruption qui m'intéresse. Ok ? Le goto 13C. Ok, donc en fait, ce qui fait que c'est une routine d'interruption, c'est parce que vous avez rajouté ça. Et donc au final, ça veut dire que dans le vecteur d'interruption qui est ici, vous allez appeler la routine d'interruption que vous allez vouloir traiter. Ça vous va ? Question ou pas question ? C'est tout clair ? Ok.